C'est comme un plateau télé en fait. Bonjour, je voudrais dire plutôt bonsoir. Nous avons commencé par bonjour ce matin. Nous en sommes à la soirée au niveau du Sénégal, au niveau de Dakar. Où que vous soyez en Afrique, c'est un plaisir de vous retrouver. Bravo pour votre engagement. Bravo de rester en ligne pour cette première journée du YESO Summit 2022 qui se termine dans, disons, quelques minutes, quelques heures. Et avant de pouvoir vous dire au revoir aujourd'hui et de vous retrouver demain, nous allons échanger. Échanger dans ce panel sur un sujet qui est important. L'Afrique du XXIe siècle, éternel recommencement ou rupture véritable. Rupture véritable vers le progrès. Et pour nous accompagner dans ce panel, nous avons deux personnes que j'apprécie moi énormément. Et je vais commencer d'abord par présenter celui que j'appelle affectueusement Tonton, M. Tall, qui est à ma droite et qui, à un moment de ma vie en tant que jeune entrepreneur, en 2010-2011, lorsque je cherchais une voie pour pouvoir démarrer, m'a tendu une perche. Puisque au début de l'histoire de By Feeling, il nous a donné à nous, deux jeunes, qui avaient un projet, un espace de travail. Et je le racontais il n'y a pas très longtemps au bureau, il m'a aussi donné personnellement, alors que c'est moi qui voulais travailler pour mon entreprise, il m'a donné un salaire pendant plusieurs mois. Simplement pour m'aider à avancer, aider cette entreprise à avancer. Simplement pour aider des jeunes à pouvoir avancer. Et sous vos applaudissements, je vous invite à accueillir M. Tidjane Tall, sous vos applaudissements. Et notre deuxième invité de cette session est un jeune comme moi. Et qui je connais depuis des années, mais avec qui j'ai eu la chance de pouvoir échanger et travailler. Dans le cadre d'une initiative, et c'est frappant parce qu'on parlait de la générosité tout de suite et on parlera de la générosité aussi avec cette histoire, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Dan Covid-19. Au début de la pandémie Covid-19 au Sénégal, vous avez à peu près 500 acteurs qui se sont réunis bénévolement pour venir appuyer les actions du gouvernement de l'État du Sénégal pour aider à lutter contre cette pandémie. Et Sobel Gom, qui est à votre gauche, qui est à ma gauche plutôt, et je vous invite à l'applaudir, a véritablement contribué à sensibiliser les populations pendant cet instant-là, lorsque nous étions dans le Covid-19. Le sujet qui nous réunit est Afrique du XXIe siècle, éternel recommencement, rupture vers le progrès. Nous avons 45 minutes pour l'aborder. J'aimerais déjà commencer par M. Tall, en fait, sur ce sujet, sur cette question. Quel est votre avis? Est-ce que nous sommes dans un éternel recommencement ou nous sommes enfin, peut-être potentiellement, dans une rupture vers le progrès? Un message d'espoir et de générosité. Assurément, c'est une rupture vers le progrès. Vous m'avez invité dans un local que j'ai connu il y a de cela une vingtaine d'années. Une jeune entreprise qui s'appelait Certaine avait installé son siège ici, se débrouillant dans de petits marchés pour raccorder quelques travaux d'électricité. Aujourd'hui, elle est devenue une grande entreprise brassant plusieurs milliards de francs CFA. Assurément, le choix du lieu est déjà prémonitoire. Nous allons vers la rupture pour le progrès et vous avez choisi ce cadre
d'organiser la discussion entre deux générations. La mienne, on dira celle des anciens, celle de mes enfants, à qui je dois transmettre le témoin. Eh bien, comme tout à l'heure, on nous a invités, l'histoire, il faut qu'elle soit belle pour qu'elle mérite d'être racontée. Éternel recommencement, diriez-vous, vous n'avez pas connu la coloniale. J'en ai vécu un petit bout. Mes parents en ont vécu une longue période. L'Afrique a souffert donc de la coloniale. L'Afrique a souffert de l'esclavage. L'Afrique a souffert de la détérioration des termes de l'échange. Est-ce qu'en ce moment-là, vos ancêtres se sont couchés, ils se sont gaillardement défendus pour sauver l'emblème national et ils se sont battus dans des guerres avec des armes, mais vous devrez vous battre avec le management puisque vous êtes au siècle du management art de guerre économique. Donc il ne s'agit pas du tout de se coucher, il ne s'agit pas de recommencer de manière éternelle pour échouer, il s'agit d'organiser la rupture pour aller vers le progrès. C'est le témoin que je voudrais vous transmettre en tant que génération de mes enfants. Sobel, à vous de reprendre le message. Faites en sorte que SM, beaucoup de jeunes gens, avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité, et dans ce que Senghor appelle le rendez-vous du donner et du recevoir, faites en sorte que vous ne soyez pas d'éternels dominés. Apportez la réponse de l'Afrique. Elle est faite de générosité, elle est faite de créativité. Nous avons souffert de l'esclavage, mais nous allons apporter une entreprise plus humaine. Nous allons apporter une entreprise plus créative. Et c'est le message par lequel je voudrais qu'on commence cette histoire. Nous la voudrons belle pour que les jeunes gens d'ici et d'ailleurs l'empruntent et puissent donc tenir le témoin et porter le flambeau de l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup pour cette intervention qui donne déjà le ton de cette chose, qui donne le ton. Un ton avec une Afrique, on le comprend, qui est passée par différents challenges, différentes épreuves douloureuses. Et un mot qui est souvent revenu, l'histoire. Et juste avant, nous avions Nadia Lakoni qui parlait du storytelling. Et moi, en termes d'histoire, il y a une phrase que j'adore, un auteur que j'adore, Felwine Sarr. Et j'adore sa manière de penser et sa philosophie. Et il a une phrase dans un de ses livres qui m'a marqué. Je n'oublierai jamais cet instant où j'ai lu cette phrase. Et cette phrase est la suivante où il dit « La seule urgence de l'Afrique est d'être à la hauteur de son potentiel. » Sobel Gom, vous travaillez au quotidien avec des jeunes. Peut-être dans un premier temps, dites-nous ce que vous faites avec ces jeunes. Est-ce que vous ressentez un potentiel au niveau continental? Merci beaucoup. Et puis merci à toi pour l'invitation. Et puis merci à tonton Tidjane pour ces premiers mots qui sont des mots forts et sur lesquels je reviendrai notamment dans la réception du témoin. Puisque un des défis majeurs du potentiel de l'Afrique est dans sa jeunesse. Quelque chose qui est intéressant avec l'Afrique, et ça me ramène à une compétition de débat que j'ai faite en 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans, où la phrase d'entrée était « L'Afrique est tellement paradoxale que même sa forme ressemble à un point d'interrogation ». Elle est effectivement la terre la plus ancienne, avec la population et les peuples les plus jeunes. Elle est la terre la plus riche, avec les peuples les plus pauvres. Et tous ces paradoxes créent quelque part un potentiel, puisque de façon naturelle, ces paradoxes invitent à des prises d'action. Et c'est là où je rejoins ce que notre aîné vient de nous partager sur la rupture. La rupture, elle ne s'obtient pas de fait, elle se construit. Elle se construit sur la base de ce que l'on sait de ce qu'il y a eu avant nous, sur la base de ce que l'on vit aujourd'hui et sur la base de ce que l'on veut pour demain. Et l'héritage que nous devons recevoir de nos aînés est important et il est essentiel dans la construction de ce que l'on veut demain. Malheureusement, pour plein de raisons conjoncturelles, les relations intergénérationnelles sont fragiles aujourd'hui, alors que pourtant, nous sommes le continent qui vante le fait
du droit des aînés, du fait de chérir les aînés, d'écouter les aînés. Mais nous sommes un peu le continent qui se rebelle en remettant en question ce que des aînés ont fait ou n'ont pas fait par rapport à ce que l'on aurait pu attendre d'eux. Parce que aussi beaucoup, nous ne connaissons pas fondamentalement notre histoire. Nous ne connaissons pas fondamentalement les combats qui ont été menés par les nôtres, ou les décisions et la légitimité des décisions qui ont été prises, notamment pendant l'ère coloniale, par les Sénégalais qui nous représentaient. Et nous n'en parlons pas, donc nous ne pouvons pas guérir. Et nous ne pouvons pas être en paix avec nous-mêmes parce que nous n'acceptons pas notre responsabilité non plus dans cette histoire-là. L'esclavage a été fait sur nous, le colonialisme a été fait sur nous, et tant que nous nous voyons comme des victimes, effectivement, il nous sera difficile d'être à la hauteur de notre potentiel. Un des grands avantages de notre génération, qui n'a pas connu la coloniale, qui n'a pas connu l'esclavage non plus, est de pouvoir nous-mêmes, de par ce que nous avons connu, dessiner un avenir qui est basé sur nos propres aspirations. Et donc, oui, pour répondre à ta question, il est possible aujourd'hui d'être à la hauteur de nos potentiels. Et c'est ce que nous essayons de faire et nous sommes nombreux. Et tu en fais partie en tant qu'entrepreneur. Et beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui. Je pense que l'Afrique ou le Sénégal n'a jamais eu autant de difficultés de par son nombre, mais n'a jamais eu autant d'atouts de par son nombre d'ingénieurs, son nombre de médecins, son nombre de chercheurs, son nombre d'entrepreneurs, etc., etc. Et là est le potentiel. Mais maintenant, la rupture va se construire dans la façon dont on va décider d'avancer ensemble. Et à mon avis, là est la grande question, et là est le grand défi. Comment tous ces cerveaux bien formés vont décider de renoncer chacun à une petite part de leur souveraineté, qu'ils mettront dans un panier commun, qui est ce panier, qui est notre bien commun. Merci beaucoup Sobel. Un tonnerre d'applaudissements pour cette intervention. J'aimerais que, avant de repasser la parole à notre aîné, tonton Giantal, c'est les relations intergénérationnelles sont fragiles. Est-ce que tu peux développer cette partie? J'y réfléchis beaucoup à cette question parce que dans le cadre de mon travail, qui est globalement d'offrir aux jeunes des opportunités d'inclusion, d'apprentissage et d'insertion, il me revient toujours un élément en face de moi. Ça coûte cher de le faire parce qu'il faut toujours payer des gens, des professionnels. Mais qui sont les ressources qui aujourd'hui ne sont plus à un stade de leur vie où ils ont besoin d'argent? Ce sont nos aînés. Et qui sont les ressources qui ont le plus à nous transmettre avec le cœur? Ce sont nos aînés. Pourquoi est-il si difficile de créer ce pont de transmission? Et tu l'as raconté dans ton histoire. Voilà ce que les ponts créent. Une solidarité, une générosité qui font grandir des bébés. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à démultiplier. Il y a un enjeu pragmatico-pratique qui complexifie cette réalité. Il y a beaucoup trop de jeunes qui sont en phase d'ascension. Ce qui fait que beaucoup d'adultes et beaucoup d'aînés peuvent se sentir, eux, en danger dans leur position. Est-ce que je me tourne tout de suite. Hein. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Est-ce que vous ressentez ce danger Probablement pas lui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans vos différents cercles? Avec vous une petite histoire. La FAO m'avait demandé d'encadrer des jeunes gens pour les insérer dans des entreprises agricoles. Je m'y étais fortement dévoué, je les avais reçus à Saint-Louis. Et une des jeunes filles qui avait fait l'université Gaston Berger avait un master en pisciculture. En discutant, elle m'avait dit, jusqu'à présent, nous travaillons sur des espèces comme le tilapia, comme la silure. C'est des espèces qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Je voudrais travailler sur le tchof. Et je voudrais qu'on me donne l'occasion de faire ces recherches dans un cadre où je peux arriver à des résultats. J'avais pu trouver un laboratoire canadien qui travaillait justement sur le tchof, le mérou, la reproduction du mérou. Vous savez quand même que c'est un produit de valeur chez nous. J'étais heureux d'avoir décroché
une bourse pour cette jeune fille. Cette institution a accepté de la recevoir, de lui payer même un petit salaire et de l'aider à faire ses recherches et plus tard de l'aider à revenir au Sénégal. Je rentre à Dakar, une dame m'appelle en me disant « Vous êtes M. Tal ?» Je dis « Oui ». Elle me dit « C'est vous qui avez encadré nos enfants à Saint-Louis ?» Je dis « Oui ». Vraiment, je suis très content de votre fille. Elle a montré des prédispositions. Je suis sûr qu'elle va réussir dans la voie qu'elle a choisie. Elle me dit « La voie qu'elle a choisie, parlons-en. » Vous parlez de poissons. J'ai investi sur ma fille l'école primaire, le lycée, l'université. J'ai vendu mes bijoux. Et vous voulez que ma fille devienne une vendeuse de poissons. Vendeuse de poissons. Évidemment, nos générations ne comprennent pas dans les métiers que vous choisissez. Quand Mohamed, Alpha, Serigne Malik, mes enfants et mes neveux, vous êtes venus, vous pianotiez toujours sur vos ordinateurs. Vos mamans me disaient, est-ce qu'on ne devrait pas aller voir un marabout parce qu'on les a maudits? Ils ont la possibilité d'avoir un bureau, d'avoir une secrétaire, d'être appelé monsieur le directeur. Voilà que tous les matins, ils se penchent sur leur petite boîte. De temps en temps, ils se parlent tout seuls, on dirait qu'ils sont devenus fous. Évidemment, la distance générationnelle existe. Mais il faut nous expliquer, il faut prendre le soin justement de nous édifier sur son nouveau métier qui vont faire l'avenir. Dans tous les cas, nous devrons l'accepter. Maintenant, vous avez bien raison. Il vous faut reprendre le flambeau du panafricanisme. Si nous voulons que cette Afrique-là soit la réponse au XXIe siècle, il faudrait franchir nos frontières. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Goudiaby qui a créé la route de l'acier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénégal a 750 millions de tonnes de fer. Si vous prenez le Mali, la Guinée, la Sierra Leone, vous avez 26 milliards de tonnes. Le Sénégal a du gaz, c'est ça qu'il faut pour développer de l'acier. Et ensuite, si vous poursuivez au Niger, qui n'exporte que son uranium, mais pourquoi toute une industrie du nucléaire ne se créerait pas? Pas du nucléaire pour faire la guerre, mais du nucléaire pour soigner, du nucléaire pour justement la bataille de l'eau. Et donc je crois qu'il faudrait aussi que vous soyez au-delà de vos frontières. Vous avez la chance aujourd'hui, au moins, de ne pas être figé dans vos pays. Vous vous déplacez facilement, vous échangez facilement. L'Afrique qui répond au XXIe siècle devra se faire par-delà les frontières. Vous devrez tisser des solidarités entre vos générations et essayer justement de créer ces grands marchés que l'Afrique du XXIe siècle attend de vous. Ça, c'est aussi un des mandats qui vous obéit à travers le témoin. N'est-ce pas, Sobel? Absolument, absolument, absolument. Absolument, et je pense qu'on a déjà un premier élément de réponse, c'est véritablement de pouvoir avancer ensemble et de faire les choses ensemble. Et vous savez, on entend souvent cette phrase qui dit qu'on n'a pas cette capacité et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble en Afrique. Est-ce qu'au niveau des jeunes avec lesquels tu travailles, c'est quelque chose qui est constaté? Écoute, après avoir dirigé pendant 6 ans une structure que j'ai créée et que j'ai dirigée seul, quelque part, en tant que directeur, je me suis rapidement senti en face ou en tout cas sous un plafond de verre. Un plafond de verre qui était le plafond de verre de la solitude. Pourquoi? Et je prends souvent cet exemple. Aujourd'hui, si à 9h du matin, les taximans décident de faire une grève, ils paralysent toute l'économie du pays. À 17h, le ministre du Transport va les recevoir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de paralyser toute l'économie d'un pays pendant longtemps pour une question qui peut se négocier. Si les jeunes décident d'aller en grève pour X ou Y raison, au bout de la journée, personne ne va les recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas structurés. Et du coup, le rapport de force face à l'autorité et face à l'intérêt qui est en face de nous est beaucoup plus faible. Et dans le cadre de nos activités, qui sont associatives, je me suis rendu compte que la perception de la société et de l'État central sur les associations de jeunes
était extrêmement réductrice. Les partenaires au développement, l'État, les structures privées perçoivent les associations de jeunes comme des petits groupes sympathiques de quartier dont le rôle peut consister à faire du set-settle, à mobiliser pour un awetan, etc., mais sans plus. Or, nous avions démontré que nous pouvions faire plus. Nous avions démontré que nous étions autodélégués des services publics, d'assistance sociale, d'éducation alternative, etc. Et qu'il fallait que ce mandat que nous nous étions auto-investis quelque part puisse grandir. Et là m'est venue l'idée de rassembler d'autres organisations de jeunes qui étaient fortes, un peu partout comme la mienne, pour constituer un consortium d'organisations de jeunes qui allaient mettre leur intelligence, leur savoir, leurs compétences au service d'un agenda commun. Et de là est le petit renoncement de cette petite part de souveraineté. Et figure-toi, Mohamed, en 6 ans, j'ai pu mobiliser et travailler sur peut-être 1,5 milliard. En 6 ans. En 6 ans. En mettant le consortium, en 3 mois, nous avons fait 1,5 milliard. Waouh. Ce que vous aviez fait en 6 ans. Ce que nous avons fait en 6 ans seul, en 3 mois, nous l'avons fait ensemble, et bien au-delà des nouvelles relations politiques, des nouvelles relations privées, des nouvelles relations institutionnelles, parce que tout simplement, notre voix est plus forte quand nous sommes plusieurs à chanter ensemble. Nos intelligences et notre proposition de valeur sont plus fortes quand on a ton expertise digitale, mon expertise en com, son expertise en agro, etc. et que l'on propose un projet commun. Et du coup, nous permettons, pour une des rares fois, à la voix des jeunes d'être entendue, mais non pas en tant que demandeuse, mais en tant que proposeur quelque part. Parce que c'est ça la réalité de notre continent. Aucun État africain n'a les moyens de subvenir, comme il l'appelle, aux besoins des jeunes. Aucun. Seul. La seule solution qui peut nous sauver, c'est que nos États arrivent à avoir une lecture de la jeunesse qui soit différente et à voir que dans la jeunesse, il y a à la fois un groupe qui a des besoins et qui est vulnérable, mais il y a un groupe qui a un potentiel qui est fort et qu'il doit capitaliser sur le potentiel du groupe qui est fort pour pouvoir servir le groupe qui a des besoins. Et c'est une question d'échelle. Je vais te prendre l'exemple simple de l'éducation. Depuis tout temps, l'éducation est présentée comme un droit fondamental. Et quand on parle d'éducation, on parle de l'accès à l'école. Pourtant, aujourd'hui, un Sénégalais sur 2 n'est pas à l'école. Et vu le taux de natalité, ça ne va pas diminuer. Donc en fait, l'école n'est pas la réponse à l'éducation. Mais si on faisait que les jeunes éduqués, et c'est ce qu'on fait, on a tous dans nos startups des programmes de renforcement de capacité pour d'autres jeunes, etc. On normalisait cette éducation alternative. On réduirait le nombre de jeunes qui n'ont accès à aucune éducation de base, qui ne savent pas lire, pas écrire, pas compter et qui ne donc peuvent pas prétendre à travailler ou à entreprendre. Et c'est là l'enjeu pour moi, c'est que le potentiel, pour qu'il se développe, il faut le mettre dans des conditions où, de par lui-même, il peut quelque part s'autodéterminer. Et c'est ça notre défi, à mon avis, à nous, les jeunes acteurs aujourd'hui. Parce qu'on est quand même sortis de la tranche d'âge des jeunes. Hein. On est sortis de cette tranche d'âge. On est sortis de cette tranche d'âge. La moyenne d'âge de notre pays, c'est quand même 18 ans et demi. 18 ans et demi, on a 10 ans de plus. plus. Donc on est un peu sortis de cette tranche d'âge. Et donc on est cette génération jeune sortante qui avons pu expérimenter plein de choses, qui avons pu construire et qui avons la responsabilité aujourd'hui de servir davantage. Et je pense que c'est en nous engageant à servir davantage individuellement et collectivement que l'on va dépasser la responsabilité publique-privée. Aujourd'hui, il y a 1 jeune sur 10 qui arrive sur le marché du travail chaque année qui trouve un emploi formel. 1 sur 10. Mais qu'est-ce qu'on fait des 9 autres? Donc on est d'accord que ce n'est pas le secteur privé actuel qui peut les absorber. C'est le secteur privé qu'on va créer. Et qui va le créer, ce secteur privé? C'est les jeunes. Et donc comment on les encourage, ces jeunes-là, à faire partie? Comment on renouvelle les instances du secteur privé pour qu'elles aient plus de représentativité de jeunes? On en a parlé il y a quelques semaines quand on s'est croisés. Aujourd'hui, quand on voit nos grandes familles patronales, il y a très peu de représentation jeune. Je vais revenir là-dessus sur les familles patronales parce que j'ai l'impression que ce que Sobel dit,
c'est une histoire qui se répète. J'ai l'impression que ces organisations patronales sont aussi nées avec cette même source ou inspiration. C'est de faire en sorte de regrouper des jeunes, peut-être que c'est une illusion, mais qui ne se sentaient pas forcément entendus par les aînés et qui voulaient s'affirmer. Est-ce le cas? D'accord, je crois qu'il va falloir encore revenir à l'histoire. Et on a besoin de revenir à l'histoire. Nous sommes là pour ça. Je me souviens, dans les années 86, j'avais reçu celui qui est le père de l'entrepreneuriat en Inde. Il s'appelait Vichy Patel. Vichy Patel. Il avait 92 ans. Il était un des élèves de David McClelland qui, à Howard, avait créé l'entrepreneuriat. Et donc, Vichy Patel venait travailler avec nous pour savoir est-ce qu'on a des outils de mesure de l'esprit d'entreprise. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe dans les écoles et les universités, vous empruntez au modèle américain. C'est cela. Vous avez ces 16 caractéristiques. Je m'excuse du terme, c'est des conneries qu'Ablaye Ndiaye et moi avons enseignées. Ça survit encore dans les écoles de management et ça fait beaucoup de dégâts. Alors, Vichy Patel nous avait dit, écoutez, le grand mal chez vous, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas une valeur. Le modèle de réussite, c'est le modèle public. Et vous avez des gens au-dessus de la moyenne pour porter ce modèle. Chez vous, le premier président de la République, Senghor, poète, agrégé, qui lui portait l'alternative, Cheikh Anta Diop, un savant. Abdou Diouf, major de l'INFOM. Abdoulaye Wade, le président le plus diplômé d'Afrique du Tout. Donc le modèle de réussite est un modèle qui exclut l'entreprise. Les premiers entrepreneurs chez nous, c'était des gens analphabètes qui étaient plus ou moins donc des cartes politiques sur lesquelles l'homme public investissait pour pouvoir financer donc les militants du parti. Et comme il disait, Mercure dans la Grèce antique était le dieu des commerçants mais aussi des voleurs. Et donc chez nous, l'entrepreneur c'est celui qui n'a pas réussi. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que le commerçant qui a réussi, il veut un véhicule noir comme celui du ministre, il veut un chauffeur en livret-ban comme celui du ministre, et il veut un grand bureau où on mettra Monsieur le Président, directeur général. Donc les valeurs ne sont pas... Avec l'organigramme juste derrière. Absolument. Et les valeurs ne sont pas faites pour promouvoir l'esprit d'entreprise. Et alors le modèle éducatif vient encore tuer en nous le peu de créativité qu'il y a. Je vais encore vous raconter une histoire. Un Américain à qui son fils avait dit « Papa, je ne sais pas, on nous a donné une fable, la cigale et la fourmi, en nous disant qui a raison. Moi j'ai dit que c'était la cigale, on m'a puni. Et alors l'Américain de lui dire les Américains, les Français ont l'esprit si étroit. Pour eux, il n'y a qu'une raison. Qui a raison, la cigale et la fourmi? Est-ce que vous vous souvenez de cette récitation? La cigale ayant chanté tout l'été, cette cigale qui ne sait que chanter, et cette fourmi qui travaille, et l'Américain de dire à son fils, si les deux avaient été Américains, la cigale aurait été Michael Jackson, et la fourmi aurait été un banquier, et ils auraient fait un succès en business. En business. Et pourtant... Absolument. Et pourtant, dans nos écoles, on enseigne encore à nos enfants la cigale et la fourmi en leur disant il ne faut surtout pas ressembler à la cigale. Il suffit d'écouter Youssou N'Dour pour comprendre que c'est le contraire. Je crois que donc il faut justement cette dose de créativité. Il faut aussi les acteurs de l'entreprise qui vont gagner les batailles de demain doivent être formés à l'entrepreneuriat, à la créativité dès le bas âge. Nous devons introduire dans nos agendas de formation des formations à l'entrepreneuriat, créer des clubs d'entreprise dans les écoles primaires, dans les lycées, dans les universités. Eh bien, quand ils sortiront de là, ils auront des chances quand même d'être confortés pour remporter les batailles de demain. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Sobel, est-ce que tu souhaites réagir?
rapidement, et je vous donne tellement raison, et